Marie Monvoisin. Digemer Mat, bienvenue en Brocéliande. Par étonnant, vous remarquerez que l'Iliade n'a pas sacrifié à la dictature de la panoplie. Pour autant, c'est bien une femme qui devait présenter Brocéliande, compte tenu de la place singulière et privilégiée que tient la femme dans le monde celte. En termes de haut lieu, nous aurions pu évoquer bien des sites de l'Hexagone, sauf que Brocéliande présente un atout particulier, en ce sens que le fond culturel des Celtes y est toujours présent et qu'il suffit d'y puiser pour retrouver un certain état d'esprit. Certes, des historiens objectifs vous expliqueront à juste titre que les Celtes sont les vaincus de l'histoire et qu'ils n'ont pu nous transmettre l'essence de ce que l'on subodore de l'âme celte. Il n'empêche que nous en avons connaissance aujourd'hui et nous pouvons nous la réapproprier en ces temps troublés de perte d'identité, de perte de sens et de vagabondage culturel. N'est-il pas étrange, si l'on y réfléchit, qu'un Européen cultivé n'ignore rien de l'histoire de la littérature, de la mythologie des anciens Grecs et Romains, mais n'éprouve aucune honte à ne rien connaître des Celtes, alors que les 2/3 de l'Europe ont été celtiques. L'incroyable ignorance de leurs propres ancêtres par les Européens trouve son excuse dans les manuels d'histoire. Nos ancêtres, les Gaulois, étaient des barbares sauvages, et ce sont les Romains qui sont venus leur apporter les lumières de la civilisation, alors que ces conquérants n'ont atteint un haut niveau qu'en copiant sur leurs voisins, étrusques, grecs et celtes. Venons-en à Brocéliande. En quoi est-ce un haut lieu pour nous, Européens, et en quoi nous inspire-t-elle? En effet, si on parle d'histoire concernant Brocéliande, on peut, sans exagérer, parler d'histoire inventée par des mythes, car les grands événements du monde ne se sont pas déroulés en forêt de Paimpont, mais plutôt du côté de ceux qu'on appelle les Gaulois. L'histoire médiévale a réinscrit cette contrée dans l'histoire européenne avec notre bonne duchesse Anne, mais c'est déjà un autre monde. En revanche, ce qui forge aussi une âme en matière d'histoire, ce sont les légendes d'un côté et les mythes de l'autre. Pour autant, à défaut d'histoire, c'est d'abord un haut lieu, en ceci qui nous relie à notre filiation celte. La forêt de Paimpont, puisque c'est son nom administratif, fut toujours habitée par les Celtes. Les Celtes, qui sont un rameau de la famille indo-européenne, sont passés en Europe en étendant leurs colonies sur le vaste territoire qui deviendra la Gaule jusqu'à l'Armorique. Sylve sauvage, impénétrable de l'extrême occident. Habités ensuite au Constantinople par les Druides, qui, bien que christianisés, lors des grandes migrations au 5e et 6e siècle, sous la poussée des hordes anglo-saxonnes, n'ont pas rompu avec la tradition celtique druidique et sont des anachorètes sanctifiés et révérés par le peuple. Ils fonderont la principauté Varoque qui donnera la Bretagne. Plus tard, au Moyen-Âge, le massif acquiert sa réputation de forêt légendaire, et c'est au XIIe siècle que Brocéliande prend rang dans les mythiques forêts enchantées, grâce à Chrétien de Troyes notamment. Les légendes arthuriennes païennes ont réinvesti ce lieu en pleine période médiévale chrétienne. Le décor est planté pour toujours. C'est ensuite un haut lieu qui nous inspire, car les légendes qui y sont attachées trouvent à la fois un écho au tréfonds de notre esprit européen pour les valeurs qu'elles véhiculent et une certaine esthétique de l'âme. Nous envisagerons le sens du sacré, la quête du Graal, la place de la femme, l'esprit de clan, l'organisation trifonctionnelle et la forêt. La société celte, c'est une société qui a le sens du sacré. Elle ne vivait que dans et par le sacré. La classe sacerdotale est prééminente, très hiérarchisée et d'une autorité indiscutée. Et les druides étaient des initiés qui avaient le sacré dans leurs attributions. Mais il n'existait pas de différence entre le sacré et le profane. Prêtres et savants, les druides cumulaient les fonctions de ministres du culte, devins, conseillers politiques, juges, médecins, penseurs, universitaires. Les études étaient ouvertes à tous, dont les femmes, et durèrent 20 ans. Dans la mythologie instinctive initiale, les forces de la nature sont déifiées, ainsi que les rythmes cycliques, solaires, lunaires et stellaires. Ce sont les druides
qui accompliront l'évolution spirituelle ultérieure. C'est également une société qui donne naissance à la quête du Graal. Au centre de la cour arthurienne, la table ronde rassemble les meilleurs chevaliers venus du monde entier briguer l'honneur de servir. Alors commencent les expéditions entreprises sur un signe, un récit marqué d'étrangeté. Lorsqu'il prend la route, chaque chevalier devient à lui seul l'honneur de la table ronde. Il forme l'essence même de la chevalerie arthurienne, affirmant la nécessité de l'errance et le dédain des communes terreurs, la solitude qui ne s'accompagne que d'un cheval et d'une épée. Il ne sait ni le chemin à suivre, ni les épreuves qui l'attendent. Une seule règle absolue lui dicte de prendre les aventures comme elles arrivent, bonnes ou mauvaises. Il ne se perd pas tant qu'il suit la droite voie, celle de l'honneur, du code de la chevalerie. La nécessité de la quête est partie intégrante du monde arthurien. Au hasard de sa route, le chevalier vient à bout des forces hostiles. Il fait naître l'harmonie, l'âge d'or de la paix arthurienne, dans son permanent va-et-vient entre ce monde-ci et l'autre monde. L'aventure où il éprouve sa valeur ne vaut que si elle croise le chemin des merveilles. Sinon, elle n'est qu'exploit guerrier, bravoure utilitaire. Seul le monde surnaturel qui attend derrière le voile du réel l'attire, et lui seul est qualifiant. Les poètes recueillent la matière de Bretagne vers le XIIe siècle. Malgré le prestige du monde antique, la société du cultivé découvre les légendes des Celtes, un univers culturel d'une étrangeté absolue. Ce roman, nourri de mythes anciens, donne naissance à des mythes nouveaux, table ronde, Graal, Merlin. Parmi les référents culturels de l'Europe en train de naître, elle s'impose en quelques dizaines d'années du Portugal à l'Islande et de la Sicile à l'Écosse. La légende celtique, mêlée d'influences romanes ou germaniques, constitue une composante fondamentale pour l'Europe, en quête d'une identité qui transcende les nécessités économiques et politiques. Mais le thème de la quête représente plus fondamentalement un itinéraire proprement spirituel, initiatique ou mystique même. Elle manifeste un besoin d'enracinement, la recherche de valeurs anciennes, prouesse, courtoisie, fidélité, largesse, l'aspiration à l'image de ce que nous pourrions être. Le roman arthurien n'a pas inventé la quête, mais il lui a donné une couleur et une dimension renouvelée. La quête chevaleresque n'est ni la descente aux enfers d'Orphée ou de Virgile, la fuite d'Énée ou la guérite volontaire d'Ulysse. À travers d'innombrables épreuves, dont on ne sait dans quelle réalité elles se déroulent, elle unit à un voyage qui porte ordre et lumière, là où règne le chaos, un cheminement intérieur, une recherche de perfection et d'absolu. C'est une société qui honore la femme. Dans nos sociétés européennes, il faut toujours rappeler que la femme tient une place originale, réelle et influente, en tant que muse, inspiratrice, créatrice, sans négliger sa mission de mère, d'éducatrice et de gardienne du foyer. Ce n'est pas à nos amis fidèles à qui le barde de la Domus demandait en l'accueillant « Ami, crois-tu en nos dieux ?» et qui, en vrai Celte, répondit « Certes, mais je crois surtout en nos déesses. » Dans la société celtique, les femmes jouent un rôle qui n'est ni effacé ni subalterne. Libres, maîtresses d'elles-mêmes et de leurs biens, entraînées au combat, elles peuvent prétendre à l'égalité avec les hommes. Le merveilleux participe au monde, et la femme en est à la fois la médiatrice et l'incarnation. Elle tient une place prépondérante dans les cycles initiatifs. Le but de la fée n'est pas de dominer l'homme, mais de le révéler. Le partenaire est jugé pour les qualités tripartites. Ni jalousie, ni crainte, ni avarice. La femme celtique n'est ni intouchable, ni adultérine. Elle reste souveraine. Et force est de constater que la souveraineté celtique vient et tient des femmes. La dame est triple, visionnaire, reine et productrice. Son sacerdoce n'est pas limité à la prophétie et à la médecine. Le mystère qui entoure les cultes féminins témoigne plus d'un secret initiatique que d'une absence.
Rappelons enfin que Epona, déesse des cavaliers et de la prospérité, est la seule divinité celtique que les Romains incluront à leur calendrier. C'est une société qui pratique l'esprit de clan. L'unité sociale des Celtes n'était ni la nation, cette invention de la Révolution, ni la famille comme dans le monde antique. C'était la tribu ou le clan. Dans ce cadre s'épanouissait la personnalité. Elle était donc collective et non pas individuelle. Le Celte pensait nous plus que je, et le nous était restrictif. Chez les Celtes, leur respect inconditionnel de la coutume était le contrepoids de leur foucade anarchique. Que la forme de vie celtique, essentiellement spirituelle et pratique, ait disparu avec les premières ambitions de faire nombre, montre combien la celticité est peu compatible avec la modernité. Elle est d'un temps où la notion moderne de sujet n'existait pas plus que la vie avec ses populations hétérogènes, et où la fusion de tout individu avec une réalité spirituelle englobante avait encore une signification pratique et intellectuelle autant que sociale. C'est une société qui repose sur le modèle trifonctionnel indo-européen. Cette tripartition possède chez les Celtes des traits originaux. Le druide, qui est à la fois prêtre, juriste, historien, poète, devin, médecin, représente la première fonction. Le roi, de deuxième fonction, ne peut régner sans les conseils d'un druide qui le guide dans toutes ses actions, même dans la guerre. Le druide ne peut ni ne doit exercer le pouvoir lui-même. Le roi est élu par les hommes libres des tribus parmi ceux que les druides choisissent ou suscitent. Le druide préside à la cérémonie religieuse qui doit ratifier cette élection. Enfin, c'est une société qui vit en harmonie avec la nature, dont la forêt est l'archétype. Brocéliande, c'est avant tout une forêt, avec ce que ce mot emporte de symboles et de sens. D'autres peuples ont élevé à leurs dieux des temples, et leur mythologie même sont des temples. Mais c'est dans la solitude sauvage du Méliton, du bois sacré, que la tribu celtique rencontre ses dieux, et son monde mythique est une forêt sacrée, sans route et sans limite. En Brocéliande, pays de l'autre monde, nous sommes au pays de l'Arquat, au pays du bois. À Brocéliande, on vient en pèlerinage, pas en balade. On n'y pénètre pas. C'est elle qui entre en nous. Pour vous aider à plonger dans cette atmosphère singulière, un poème. Échine de roc, émargeant du couvert, au-dessus du val des ombres, labyrinthique chemin noir vers la source des orages, Brocéliande n'existe pas, sans un aveuglement spirituel, une mise en état de l'âme. Puis Gilbert Durand. La forêt est centre d'intimité comme peut l'être la maison, la grotte ou la cathédrale. Le paysage clos de la cime est constitutif du lieu sacré. Tout lieu sacré commence par le bois sacré. Et l'atmosphère particulière qui règne sur cette forêt druidique convient au personnage de Merlin. Donc peu importe son authenticité, l'essentiel est qu'il soit l'âme traditionnelle celtique. Merlin, à l'image du druide primitif, est à la charnière de deux mondes. Il joue le rôle d'un druide auprès du roi Arthur qu'il conseille. Il envoie ses compagnons de la table ronde à la quête du mystérieux Saint Graal. Il pratique la divination. Il a pour compagnon un prêtre, l'ermite Blaise, dont le nom se réfère au breton Blaise, qui signifie loup. Or Merlin commande aux animaux sauvages et est accompagné d'un écrit. Dans la légende de Merlin, ce qui importe, c'est un retour à l'île de Tempus des origines, à l'âge d'or. À présent, pénétrons dans la forêt pour deux étapes. La fontaine de Barenton d'abord. C'est une fontaine qui bout bien qu'elle soit plus froide que le marbre. Une fontaine qui fait pleuvoir et qui guérit de la folie. Cette fontaine n'a pas été christianisée en Saint-Mathurin. Et surtout, la capacité à déclencher les orages n'est pas une invention littéraire. La fontaine se trouve aux lisières de la forêt, dans une clairière où règne un étonnant silence, endroit protégé donc, en dehors du monde, de l'espace et du temps. Cette clairière est un émetton, un sanctuaire non bâti, isolé au milieu des forêts, endroit symbolique où s'opèrent des subtiles fusions entre le ciel et la terre, entre la lumière et l'ombre,
entre le masculin et le féminin. Dans le mot Néméton, il y a Német, qui veut dire sacré. Et donc il est normal que Merlin hante cette clairière, lui qui est au milieu, sous l'arbre qu'on appelle Axis Mundi, et c'est de là qu'il répercute le message qu'il reçoit de Dieu et dont il est le dépositaire sacerdotal. Le persifleur qu'il représente est la mauvaise conscience d'une société occidentale, comme l'était Diogène de Cynique chez les Athéniens, chargé de provoquer son Seigneur en le mettant en face de ses faiblesses. Une étape s'impose aussi à l'église de Tréorantec, qui par la grâce de l'abbé Gillard a donné un sanctuaire bâti à la Néméton celtique. En effet, Jésus côtoie Merlin et y est rendu un vibrant hommage au cycle arthurien. Sur le mur de l'église est gravé « La porte est en dedans, elle est en nous. Il faut donc franchir cette porte avant que d'aller en forêt. » Il s'agissait donc aujourd'hui d'évoquer un lieu en rapport avec l'univers esthétique et mental qui est propre aux Européens, où souffle l'esprit, un lieu porteur de sens et de valeurs qui nous sont proches. Brocéliande et le Mont-Cel remplissaient cet office. Cette intervention veut aussi être un hommage à tous ceux des nôtres qui ont si bien su appréhender la poésie, la magie, l'essence du monde de la forêt, attentive à cette infinitésimale qui renvoie à l'ordre cosmique. Difficile pour nous, hommes des villes, entourés de verre et d'acier, où l'on porte le masque et on perd le sens du sacré. Pour terminer, dans cette enceinte où les acteurs anciens et modernes du monde celte sont évoqués, non seulement pour l'esthétique, mais pour leur rôle dans la formation et l'approfondissement de notre âme européenne, je citerai Bruno de Sézol évoquant la façon dont Dominique Vénère a choisi de partir et le replaçant à sa manière dans le panthéon celtique. En des temps de basses eaux comme les nôtres, où les valeurs d'héroïsme et de sacrifice sont tenues pour de vieilles idoles dévaluées, voilà qui est incompréhensible aux yeux des petits hommes anesthésiés de cette époque, qui ne sauraient admettre qu'un intellectuel choisisse de se tuer pour prouver que la plus haute liberté consiste à ne pas être esclave de la vie et inciter ses contemporains à renouer avec le destin. Une fois de plus, le roi Arthur revient, non pas la figure royale, mais l'univers de liberté et d'imaginaire qu'il convoit. À qui s'interroge sur ses postérités tenaces et ses résurrections incessantes, on peut trouver des raisons diverses et multiples. Mais la principale, c'est que c'est la plus belle histoire du monde et qu'il suffit de revenir au récit, à ces mots qui voyagent vers nous depuis plus de 8 siècles pour comprendre que les enchantements de Bretagne ne sont pas près de prendre fin. Si avec le mythe de l'éternel retour, le monde médiéval chrétien a connu la résurgence du mythe celte et la renaissance du paganisme, nul doute qu'à Brocéliande, tôt ou tard, le roi Arthur reviendra, et pour toujours.